Merci. La parole est à Marie-Ange Magne. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Quelques mots d'abord sur l'exécution budgétaire 2019 de la mission Médias, Livres, Industrie culturelle et du compte de concours financier avant le public. L'exécution budgétaire des deux programmes qui composent la mission Médias a été satisfaisante et stable par rapport à 2018, hors budgétisation du financement du Centre national du livre. Un point est cependant à signaler, l'exécution du programme 180 a été marquée par les difficultés de l'agence France Presse. Le plan de transformation de l'AFP a nécessité une enveloppe supplémentaire non prévue de 12,5 millions d'euros, ce qui a entraîné des mesures de gestion et des redéploiements significatifs. Cette enveloppe doit permettre à l'agence de diminuer ses charges et d'augmenter ses recettes durant les prochaines années. J'y serai vigilante. Concernant la mission Avance à l'audiovisuel public, la baisse des concours publics s'élève à un niveau comparable à l'effort demandé aux opérateurs en 2018, soit 36 millions d'euros. Les opérateurs ont su la compenser efficacement par la diminution de leurs charges et l'augmentation de leurs ressources propres. Concernant les conséquences du Covid-19, la situation est difficile comme vous le savez. Fermeture des cinémas et interruption des tournages, chute des ventes de presse au numéro et baisse des recettes publicitaires pour l'ensemble des médias, annulation des concerts et des festivals ou encore fermeture des librairies. On évoque une perte de plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires pour les industries culturelles et créatives en 2020. Dans un premier temps, il a fallu aider rapidement les acteurs les plus fragiles, les TPE, PME du spectacle et les artistes auteurs par exemple. C'est pourquoi, dès le 22 mars, le ministre de la Culture a annoncé un plan d'urgence mis en œuvre grâce à la réactivité des opérateurs du ministère de la Culture, le Centre national du cinéma, le Centre national du livre et le Centre national de la musique. Il nous faut maintenant préparer l'avenir et accompagner le redémarrage des différents secteurs. Je salue les premières annonces du président de la République, dont celle d'allouer 50 millions d'euros à la filière musicale via le CNM. Mais le plan de relance doit être étendu, je pense, à 3 secteurs en particulier. Premièrement, le secteur du cinéma, un plan de relance ambitieux qui va des écoles de cinéma aux exploitants, en passant évidemment par la production, nécessitera des moyens importants, alors que les pertes des taxes affectées pour le CNC atteindront plus de 100 millions d'euros en 2020. Deuxièmement, la filière du livre. Les librairies et maisons d'édition, qui sont des structures parfois fragiles, vont être confrontées à un mur de trésorerie dès le mois de juin. Un plan d'aide doit être mis en œuvre le plus rapidement possible. Troisièmement, le monde de la presse et des médias. De nombreux acteurs plaident pour un crédit d'impôt afin de relancer les investissements publicitaires, le crédit d'impôt communication. Ce dispositif a plusieurs défauts. Il ne vient pas directement en aide aux médias et présente un coût potentiellement élevé, entre 200 millions et 1 milliard d'euros selon les taux évoqués. Son intérêt macroéconomique, à savoir relancer la consommation, ne me paraît pas certain, mais il mérite d'être discuté. On pourrait envisager, en substitution ou bien en complément, un crédit d'impôt éditeur finançant, lui, directement les dépenses d'information par les éditeurs de presse. Concernant la presse en particulier, la chute des ventes aggrave une crise latente. La situation de la messagerie de presse Prestalis est un exemple marquant. Des dizaines de millions d'euros ont été injectés dans la messagerie de presse qui se trouve aujourd'hui en redressement judiciaire. Il me semble crucial de mettre en place rapidement un plan filière qui intègre des mesures d'urgence, de relance et de modernisation du secteur. À court terme, les aides à la presse pourraient faire l'objet d'un abondement en 2020 afin de soutenir les éditeurs les plus en difficulté. Enfin, la trajectoire financière de l'audiovisuel public pour 2020, 70 millions d'euros en moins, soit 3,71 milliards d'euros. La trajectoire financière donc de l'audiovisuel public ne pourra vraisemblablement pas être respectée cette année en raison de la perte de dizaines de millions d'euros de recettes propres liées à la crise. L'objectif de transformation de l'audiovisuel reste d'actualité, mais des marges de manœuvre supplémentaires pourraient être proposées à court terme. En conclusion, l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur le secteur des médias, du livre, des industries culturelles et créatives est considérable. Le peu de recul que nous avons aujourd'hui ne nous permet pas d'en mesurer encore totalement les conséquences.
D'ores et déjà, les mesures d'urgence pour venir en aide aux structures et aux acteurs les plus fragiles sont à saluer, mais un plan de relance économique est nécessaire, que ce soit en direction des secteurs du cinéma, du livre ou encore des médias. Les enjeux sont notables en matière de préservation du pluralisme de la presse et des médias, de souveraineté culturelle et de sauvegarde des emplois. J'ajoute qu'il peut en outre s'agir d'une opportunité d'accompagner ces secteurs dans leurs besoins de modernisation. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Monsieur le rapporteur général. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames les rapporteurs spéciales, Monsieur le rapporteur spécial, pour vos exposés très complets. Alors, quelques questions, évidemment. Le secteur de la culture et du patrimoine fait partie des secteurs les plus impactés. Nous le savons tous. Et d'ailleurs, ça fait partie des secteurs lesquels les annonces de l'exécutif, et en particulier du président de la République, ont été précédés et n'ont pas attendu l'examen du projet de loi de finances rectificative. Et je crois que c'est nécessaire parce que ce sont des secteurs comme l'hôtellerie, la restauration, qui sont plus touchés que les autres et dont la fermeture administrative a des conséquences absolument considérables et potentiellement dramatiques si on ne vient pas en aide de façon précise. Alors justement, ma première question, elle concerne un peu tous les rapporteurs spéciaux. C'est que qui dit rebond dans des secteurs aussi sensibles, pour moi, dit bon ciblage. Comment est-ce qu'on peut éviter l'effet saupoudrage qui est malheureusement trop fréquent dans le secteur culturel quand on parle de financement public après cette crise, enfin après cette crise ou à la sortie de cette crise. J'ai pas la réponse, mais je crois qu'il va falloir être innovant pour pouvoir aider différemment les secteurs culturels qui sont malheureusement, je crois, trop mis dans un même sac et qui nécessitent des soutiens très différents. Marie-Ange Magne a parlé par exemple de solutions fiscales, pourquoi pas, je ne suis pas fermé par principe, mais je crois que sur certains secteurs ça peut être très pertinent, quand sur d'autres endroits ça peut être assez inopérant, voire contre-productif. Et finalement, c'est ça ma question. Est-ce que dans la méthode, on pourrait travailler avec le gouvernement et avec vous en premier chef comme rapporteur spécial sur une vraie méthode de ciblage des meilleurs dispositifs de relance possibles pour les secteurs culturels? Je crois que, évidemment, avec le ministre de la Culture, ce sont des réflexions à avoir, mais c'est mon souci personnellement. J'ai peur que ce soit des dispositifs trop génériques qui amènent à trop de saupoudrage. Donc ça, c'est ma première question un peu globale. Marie-Ange Magne, vous avez parlé d'un crédit d'impôt éditeur. Quid du crédit d'impôt dont on entend parfois le nom, qui serait celui du crédit d'impôt annonceur, celui sur la publicité? Est-ce que vous trouvez que ça serait une idée intéressante, peut-être pas pour le prochain texte financier, mais éventuellement pour le PLF de l'automne? Et puis sur le patrimoine, d'abord, je voudrais dire à Gilles Carrez que je trouve excellente l'idée de réorienter l'épargne des Français qui est aujourd'hui sur l'épargne réglementée, notamment dans le livret A. Je lui dirais juste, et je le dirais aussi, et je le dis régulièrement à Jacques Savatier, que je crois que la problématique de la doctrine d'emploi de l'épargne réglementée doit dépasser le seul sujet culturel et patrimoine. Je crois qu'il est temps aujourd'hui de repenser la doctrine d'emploi de manière générale sur notre épargne réglementée. Et je crois que nous devons très rapidement maintenant faire des propositions. Évidemment que le comité de surveillance de la Caisse des dépôts auquel vous siégez et que préside Sophie Errante doit être la première force de proposition là-dessus. Mais évidemment que les excédents d'épargne pendant la crise doivent encore plus nous alerter sur cette épargne réglementée qui risque de dormir et dont on aurait tant besoin pour relancer certains pans d'activité. Et je trouve excellente l'idée de le faire sur les établissements publics culturels et tout à fait d'accord sur le fait de les rendre éligibles à l'emprunt. Ça me semble du bon sens. Également sur l'arrêt des chantiers, je crois que cette préoccupation doit être collective et que la commande publique que ça représente doit évidemment nous alerter et fait écho à l'échange que nous avons eu sur la mission précédente. Voilà. Et dernière chose aussi pour Gilles Carrez, et je ne dis pas ça parce que c'est un ancien rapporteur général du budget, mais je trouve toujours très pertinent d'aller chercher de la pluriannualité dans des grands projets de manière générale. Et si cela peut être fait sur ces grands projets culturels, je ne pourrais que l'approuver.
Merci, monsieur le rapporteur général. Au nom de La République En Marche, Céline Calvez. Merci, Monsieur le Président. Alors, après la présentation des trois rapporteurs spéciaux et les réponses du rapporteur général, je voudrais souligner encore une fois la mobilisation de l'État pour le secteur culturel. L'État a été au rendez-vous pour protéger celles et ceux qui font la culture, et ce, dès le début de cette crise, avec les mesures d'urgence transversales, le PGE, le faux chômage partiel, on en a déjà parlé. Plus sectoriellement, les opérateurs du ministère de la Culture se sont également mobilisés, qu'il s'agisse du Centre national du livre, du Centre national du cinéma ou encore du Centre national de la musique. Ils ont permis de faire face et de protéger ceux qui en avaient besoin. Mais protéger n'est pas figé. Je reprends ici une formule que j'avais utilisée il y a 1 an devant cette même commission des finances dans le cadre de l'édition 2019 du printemps de l'évaluation. Je le reprends tout d'abord pour saluer la réactivité et l'inventivité aussi du secteur culturel et audiovisuel. Tous ces acteurs ont multiplié les initiatives, et ce, dans un contexte très difficile, mais ils ont multiplié les initiatives pour que la culture reste accessible, voire créatrice. Les entreprises, les indépendants, les opérateurs, les artistes ont su faire de cette crise une opportunité pour se réinventer. L'exemple de France 4 est d'ailleurs instructif. France 4 a su s'adapter pour permettre comme ça une meilleure continuité pédagogique pour les plus jeunes. Mais si la question de son maintien est aujourd'hui posée, il est important que celle-ci n'éclipse pas une autre question primordiale, qui est celle de la définition d'une stratégie globale de l'audiovisuel public dédiée à la jeunesse. Il y a les offres numériques, il y a la radio, il y a les podcasts, il ne faudrait pas les oublier. Protéger n'est pas figé, disais-je. J'en veux également pour exemple le débat qui s'est fait jour autour de la chronologie des médias. Très rapidement, le ministère de la Culture, via le CNC, a permis la mise en place d'un régime dérogatoire dont je me félicite. Et je pense que ça peut être un point de départ pour ouvrir une concertation plus large avec les parties prenantes pour savoir comment garantir l'accès aux œuvres tout en aboutissant à une répartition encore plus juste de la valeur. Protéger donc, sécuriser toujours, mais aussi expérimenter et se réinventer. Et pour cela, nous montrer innovants, comme le disait Laurent Saint-Martin, inventifs dans les dispositifs d'emprunt, Monsieur Gilles Carrez, dans les dispositifs d'investissement, de relance, d'accompagnement de ces acteurs. Notre culture, c'est celle que l'on crée, celle que l'on partage, en dépend. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, au nom des Républicains, est-ce qu'il y a un orateur ? Mouvement démocrate et apparenté, Monsieur Laurent Garcia, peut-être ? Oui, merci, Monsieur le Président. Un petit mot. Alors, le budget alloué à la culture et aux médias a pleinement, on peut le dire, répondu aux objectifs, allant même au-delà en termes de réalisation. Et je vais axer mon intervention sur la nouvelle aide exceptionnelle à la distribution de la presse au travers d'une nouvelle aide financière à Prestalis. Bien connu. C'est un sujet qui concerne l'ensemble de nos concitoyens, mais aussi un des fondements de notre démocratie, la liberté de la presse. Alors, Prestalis, c'est 905 salariés qui distribuent la totalité des quotidiens nationaux et 75% des magazines sur le territoire, qui connaît de graves difficultés financières et depuis bien des années, il y a un fort déficit de rentabilité, une baisse continue d'activité que n'ont pu enrayer les plans de restructuration successifs. Alors, je ne fais pas le récit et tout l'historique des raisons structurelles, mais aussi conjoncturelles qui ont conduit à cette situation. Dans les faits, le 12 mai, on s'en souvient, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire pour le siège social de Prestalis et le dépôt de Bobigny. La liquidation judiciaire sans poursuite d'activité a été prononcée à l'encontre des filiales en province de la messagerie, c'est-à-dire les SAD et Sopcom. Il se trouve que je suis député de la 2e circonscription de Meurthe-et-Moselle où se trouve la SAD de Jarville-la-Malgrange, dont les salariés me sollicitent énergiquement, par le biais notamment de l'encollage régulier de ma permanence parlementaire et du mobilier urbain environnant. Alors, je ne manque jamais de rappeler à ces personnes, comme aux journalistes locaux, l'effort budgétaire de l'État qui a encore été conséquent en 2019, mais je ne peux pas occulter les attentes fortes de ces salariés de la filière. Alors, l'objet de mon intervention est le suivant. Compte tenu de la mesure d'accompagnement et le support financier important qu'a apporté l'État sur ce secteur de manière itérative, est-il concevable que le gouvernement puisse garder un droit de regard sur le plan de restructuration qui sera présenté, les objectifs attendus étant une reprise rapide de la distribution de la presse et quotidien, associée à un réemploi des salariés de la filière, ainsi que la limitation des difficultés engendrées dans les kiosques, chez les diffuseurs de presse
de presse et envers les petits éditeurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Pour le groupe socialiste apparenté, Madame Michèle Victory. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais intervenir sur le programme 180 qui concerne la partie donc presse et médias, avec un budget de 284 millions d'euros au PLF 2020. Alors, je vais reprendre moi aussi la problématique de la distribution de la presse et donc de Prestalis, qui concerne les aides directes à la presse, et même si nous l'avons déjà déploré, qui concerne le programme 134, qui prend en charge la compensation versée au titre de l'aide à l'acheminement de la presse pour un montant de plus de 200 millions d'euros et qui a été basculé sur la mission économie, ce que la Cour des comptes avait déploré. Il nous paraîtrait bien plus lisible pour éclairer la représentation nationale d'ailleurs de revoir cette affectation et cette ventilation de ces crédits. Je reviens donc à la situation de Prestalis que mon collègue vient d'évoquer, qui inquiète effectivement beaucoup ce secteur. D'une part, donc, malgré le fait que les plans successifs de sauvetage, de redressement et un prêt de 90 millions débloqué par l'État n'a pas permis à cette société de rééquilibrer ses comptes et de faire face à ses besoins. Donc, une inquiétude pour les salariés, pour les sous-traitants, pour les éditeurs et les diffuseurs, dont les marchands de journaux, ça a été rappelé, qui ne reçoivent plus leur assortiment de magazines, 11 000 distributeurs quand même à travers la France. Donc, c'est des mesures exceptionnelles qu'il faudrait chiffrer. Elles sont demandées par toute la profession, et c'est dommage que le régulateur, pour l'instant, ne donne aucune réponse d'ailleurs à la problématique qui se pose sur la continuité de la distribution, alors qu'elle était bien au centre du projet que vous aviez présenté. Donc, nous aimerions connaître l'hypothèse sur laquelle nous pourrions travailler afin de venir en aide à ces distributeurs pour qu'ils puissent reprendre leurs approvisionnements. Je pense à l'élargissement de l'exonération de la CTE pour les diffuseurs, qui s'établit déjà à 180 millions d'euros, ou à d'autres acteurs du secteur de la presse, et je pense à celui des journalistes qui nous ont accompagnés quand même vraiment avec beaucoup de talent pendant cette crise, et qui ont des revendications aussi qui nous paraissent légitimes, qui demandent par exemple que soient améliorées encore les modalités particulières de leur impôt sur le revenu. En 2019, il y avait eu une diminution de 5 millions d'aides de partage à la presse. Certes, à l'époque, c'était en cohérence, et ça l'est toujours avec la baisse des volumes concernés, mais ce budget a été stabilisé en 2020 et je pense qu'il faudra y être attentif à la sortie de cette crise. Donc, il nous paraît vraiment important à l'aune de cette crise de rééquilibrer les aides et de construire dans le prochain PLFR des mesures de soutien à cette mission. Donc, je vous demande comment, je vous pose la question des moyens alternatifs qu'il faudrait trouver pour assurer la pérennité de la distribution de la presse et éviter l'effondrement donc de nombreux commerces et donc toutes ces personnes qui sont dans la chaîne de la presse et de sa distribution. Ça me paraît vraiment un secteur particulièrement touché par la crise et qu'il va falloir aider très sérieusement. Voilà, je vous remercie. Merci. Pour le groupe UDI et Géré Indépendant. Pour le groupe oui, non. Pour le groupe Liberté et Territoire, M. Michel Castellani, non. Pour la France Insoumise, pour le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, le groupe Agir Ensemble, pour la gauche démocrate et républicaine, pas d'intervenant. Moi, je voudrais poser quelques questions. La première à Gilles Carrez. Il y a un comité de suivi des fonds consacrés à la restauration de Notre-Dame de Paris. Est-ce que ce comité de suivi s'est réuni pour évoquer la consommation des fonds? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point? Par ailleurs, pour Madame Maille, alors, bon, on a beaucoup parlé de Prestalis, mais vous avez évoqué les 100 millions d'euros versés à cette société depuis le début de l'année, sous forme de subventions de prêts. Quel est pour vous, il y a un horizon pour ce groupe de distribution de presse? Est-ce qu'il est raisonnable de continuer à apporter des fonds publics à un système qui semble à bout de souffle? Et quel système alternatif on pourrait imaginer? Par ailleurs, on parle d'aides exceptionnelles qui doivent être versées au secteur du livre et du cinéma. Comment peut-on s'assurer qu'il ne s'agira pas d'un saupoudrage plus ou moins inefficace? Et là, je rejoins un petit peu les interrogations du rapporteur général sur la question. Merci beaucoup. Je vous cède la parole, mesdames et messieurs les rapporteurs.
Oui, moi je vais donc répondre à monsieur le rapporteur en lui disant que oui, il a tout à fait raison d'évoquer la nécessité de faire du sur-mesure dans l'accompagnement de ces acteurs de la culture qui ont tous des besoins et des fonctionnements complètement différents, ne serait-ce que dans ma mission, dans le programme 131, création, qui représente 700 millions d'euros. Il y a 13 opérateurs, le financement de centaines d'acteurs très différents, des scènes conventionnées, des centres dramatiques nationaux, des troupes, des festivals dans tous les secteurs, la danse, le théâtre, le cirque ou les arts de la rue. Je crois qu'il faut effectivement travailler au plus près du terrain par le biais notamment des DRAC, en organisant la concertation, parce que tous ont des idées en fait et des propositions à faire pour répondre à des besoins qui sont très spécifiques. Merci. Merci beaucoup. Gilles Carrez. Oui, je récupère le micro. Oui, tout d'abord, pour répondre au rapporteur général, l'intérêt des chantiers patrimoniaux, c'est qu'ils se répartissent sur tout le territoire. Et par exemple, dans le cadre des 222 opérations, projets cœur de ville, les travaux, les chantiers concernant les monuments historiques et les musées sont particulièrement importants. Et il faut savoir aussi que les maîtres d'ouvrage, que ce soit les DRAC pour les monuments ou l'immobilier géré directement par l'État, ou que ce soit de grands opérateurs publics comme le Centre des monuments nationaux, bon, ces organismes ont mis à profit, si je puis dire, les 3 mois de confinement pour bien avancer sur les appels d'offres. Et donc, nous avons des centaines de chantiers qui sont tout à fait prêts à redémarrer. Et il faut qu'ils redémarrent le plus rapidement possible, parce que derrière, il y a des entreprises, un savoir-faire remarquable, et puis des dizaines de milliers d'emplois. Et donc, il faut surtout que les besoins qui se chiffrent en centaines de millions d'euros des grands opérateurs nationaux, et en particulier les grands opérateurs parisiens, que leurs besoins ne soient pas couverts par ces crédits budgétaires, parce que ce serait une catastrophe. D'où ma proposition de rechercher d'autres sources de financement par le biais de l'emprunt, et notamment sur le livret A. Et je le dis pour le rapporteur général, l'intérêt du livret A aussi, c'est que cette épargne et les opérations faites à partir de cette épargne ne sont pas considérées en termes d'endettement comme maastrichtiens. Et les emprunteurs, en l'occurrence, si je prends l'exemple de Versailles, si je prends l'exemple du Louvre, bénéficiant de plus de 50% de ressources propres à travers la billetterie et les concessions, ne seront pas non plus considérés comme s'endettant dans le cadre de la dette maastrichtienne. Donc, il n'y a que des avantages financiers. Et dans l'élargissement de la doctrine des fonds d'épargne que Jacques Savatier et moi préconisons, il s'agit d'orienter l'épargne des Français vers des investissements qui présentent une grande sécurité, pour lesquels il n'y a pas de risque. Et j'espère que Versailles existera encore dans 50 ou dans 100 ans, avec des emprunts de maturité très longue. Et quand on refait la toiture de Versailles, on la refait pour 50 ou 60 ans. Et ces emprunts étant adossés, j'insiste sur ce point, sur des ressources propres, des ressources commerciales, comme la billetterie, comme les partenariats internationaux. Donc, il y a tous avantages à essayer de convaincre Bercy de vraiment, compte tenu de cette crise absolument exceptionnelle, nous devons innover dans l'ingénierie financière, et je compte vraiment sur le soutien de la Commission des finances. D'autant, je le répète, que tous ces chantiers, ils sont prêts à démarrer, c'est opérationnel. Donc, on ne perdra pas de temps pendant des mois sur des procédures. Un autre point à cette occasion que je veux souligner, c'est que pour les monuments historiques privés, par exemple, Vaux-le-Vicomte, par exemple, le château de Chenonceau,
là, nous avons pu obtenir assez rapidement, et je remercie le gouvernement d'ailleurs, leur éligibilité aux prêts garantis par l'État au chômage partiel. Mais risque de se poser un problème, et là, on aura besoin du soutien de la Commission des finances, et en particulier du rapporteur général, c'est que les possibilités de déduction des charges foncières, des déficits fonciers sur les revenus, sont liées à l'ouverture au public. Et donc, compte tenu de ce qui n'auront pas pu être ouverts au public pendant 3 mois, voire plus, il faut absolument que dans l'utilisation, l'adaptation de cette aide fiscale, on tienne compte des spécificités de l'année 2020. D'ailleurs, un rapport de l'inspection des inspections culture et finances vient de sortir à ce sujet. Et puis, pour répondre rapidement au président de notre séance, sur Notre-Dame de Paris, le comité de suivi ne s'est pas réuni encore. Peut-être se réunira-t-il au mois de juin. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un budget indépendant qui fonctionne à partir de la souscription nationale. Et tous ces mois-ci devaient être consacrés, à partir d'une enveloppe de 85 millions d'euros, au démontage des échafaudages, ces fameux échafaudages. Ils devaient être complètement démontés pour l'été, avant que les travaux proprement dits de restauration puissent être entrepris. Et là, malheureusement, on perd quelques mois, mais je ne peux pas dire quand ces échafaudages seront démontés. J'espère que ça ne sera d'ici la fin de l'année. En tout cas, avec les collègues, nous ferons probablement un point sur Notre-Dame lorsqu'on pourra à nouveau se déplacer. Monsieur le Président, est-ce que je peux reposer une petite question? Oui, bien sûr, excusez-moi. J'avais fermé mon micro. Je vous en prie, monsieur le rapporteur général. Merci. Alors, je voudrais juste rebondir sur un petit point. J'ai oublié de demander à Gilles Carrez sur le loto du patrimoine. J'ai deux choses, une question de fond, une question de forme. J'aimerais savoir, est-ce qu'on a un petit peu analysé les retards d'instruction des DRAC pendant cette période de crise sanitaire qui pourrait mettre en difficulté justement l'application des budgets, enfin l'extra-budgétaire justement du loto patrimoine, et comment est-ce qu'on peut anticiper éventuellement ces difficultés au niveau des DRAC dans les territoires? Et la deuxième chose, qui est une question plus d'anticipation du PLF, est-ce qu'on va réussir à avoir un dialogue anticipé et non polémique sur la question de la taxation du loto du patrimoine et de la taxation des jeux par le budget général de l'État qui le redistribue à la mission patrimoine? Voilà, je soutiens Gilles Carrez à 100% sur son idée de mobilisation de l'épargne réglementée des Français pour les grands projets. À l'inverse, je sollicite son aide pour essayer de bien faire comprendre que la taxation du loto du patrimoine n'est en aucun cas piquer l'argent des Français qui souhaitent participer à ce jeu, puisque la somme est bien répartie à due concurrence dans la mission qui porte le même nom. Est-ce que Gilles Carrez peut répondre avant que je cède la parole à Marie-Ange Magne? Je ne sais pas si Gilles Carrez est encore là. Si? Votre micro, cher collègue. Vous avez un problème de micro. Il faudrait brancher votre micro. On va peut-être donner, je vais peut-être donner la parole à Marie-Ange Magne, comme ça va donner le temps à notre collègue Gilles Carrez d'ouvrir son micro, de régler son problème de communication. Marie-Ange Magne. Oui. Alors rapidement pour répondre sur l'effet de saupoudrage, la question voilà. de notre rapporteur général. Allez-y, continuez. Je termine. D'accord. Sur l'effet saupoudrage, je pense qu'il faut pas nier les spécificités de chaque secteur. On a besoin encore de plus de recul pour chiffrer, pour évaluer les différents secteur par secteur, mais que je pense que ce serait une méthode intéressante
Ça fait déjà quelques temps qu'on en discute, que ce soit avec Gilles Carrez ou Dominique David, justement, de se rapprocher pour discuter ensemble d'une méthodologie de travail commune. Donc, je pense que ça peut être l'occasion, effectivement, d'en discuter. Concernant le crédit d'impôt annonceur, bonne ou mauvaise idée, finalement, je pense que la question, d'une part, c'est comment le cadrer pour éviter les effets d'aubaine. Donc, on peut penser à plusieurs pistes pour le cadrer, que ce soit le limiter d'enfants entre 12 et 18 mois, par exemple, le limiter quant à son périmètre aux dépenses d'achat d'espace dans les médias qui financent la production d'informations et de contenus culturels de manière à exclure les plateformes numériques qui profiteraient du coup d'un effet d'aubaine. Ça peut être aussi moduler le taux du crédit d'impôt en fonction de l'impact sanitaire, alimentaire et environnemental des produits et services qui bénéficieraient de ce crédit d'impôt. C'est souhaitable, mais ça semble difficile à mettre en œuvre et de fait, c'est une proposition qui, pour le moment, a été écartée par les services de Bercy. Je pense qu'il y a besoin de recul globalement pour savoir quel est l'impact de la baisse, quelle est déjà cette baisse des recettes publicitaires sur la durée du confinement et sur le déconfinement, et quel est l'impact de ces baisses de recettes. Est-ce que de nouveaux annonceurs vont se présenter ou non? Est-ce que les anciens annonceurs vont finalement revenir vers la publicité? On a peu de visibilité pour le moment. De ce qu'on nous dit, on en saura davantage au mois de juillet, voire septembre. Pour évoquer rapidement, Monsieur le Président, la situation de Prestalis, sur les montants des fonds publics. Donc, c'est 100 millions d'euros depuis le 1er janvier 2020. Je donne le détail des financements dans mon rapport. J'ai assez peu de temps pour le détailler maintenant. Comme ça a été évoqué par les collègues, effectivement, à titre personnel, et j'ai également à Limoges une antenne Prestalis, je ne peux que regretter la suppression de centaines d'emplois dans ces filières régionales, malgré l'injection d'argent public. Je vais dans le même sens aussi. Je pense que l'État a accompagné les négociations avec le comité interministériel de restructuration industrielle et va continuer, même si c'est davantage, je pense, au gouvernement de l'affirmer. Mais en tout cas, c'est évident que l'État va continuer à accompagner Prestalis. Sur l'horizon pour Prestalis, il a vocation à joindre les messageries MLP, mais ça prend du temps, une acceptation aussi sociale. Mais il reste que Prestalis aujourd'hui, c'est 75% de la distribution, donc il est primordial de trouver un avenir pérenne à cette structure, et c'est le rôle de l'État de l'accompagner. Concernant le plan de filière, le plan de relance de la filière presse évoqué par Madame Victory, je pense que ça peut passer par le plan filière. C'est en discussion actuellement avec la DGMIC, avec Bercy, avec les acteurs du secteur. J'avais fait une demande l'année dernière dans le cadre du PLF 2020 à ce que les parlementaires soient associés. Je pense que ce serait intéressant que les parlementaires soient associés à ce plan filière, surtout dans les moments que l'on peut traverser actuellement. Sur le cinéma et l'éventuel saupoudrage, je ne pense pas que ce soit du saupoudrage. On est sur un plan de relance estimé par le CNC qui serait supérieur à 100 millions d'euros. On est vraiment sur un plan de filière qui vise tout l'écosystème, que ce soit les écoles de cinéma, la production, les salles d'exploitation. C'est assez primordial pour le secteur, et je ne pense pas que pour le coup on soit sur du saupoudrage, mais je pense, comme le disait le rapporteur général, qu'on peut aussi travailler à des mesures qui soient plus transversales, mais qui seraient, je pense, complémentaires et qui ne viendraient pas se substituer à ce type de plan de relance, à ce type de mesures. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Merci. Oui, j'ai récupéré mon micro, me semble-t-il. Oui, Jacques.